Il existe un mot que les gens utilisent pour la savane plus que tout autre. Ce mot, c'est « majestueuse ». Viennent ensuite « infinie »,« sauvage »,« primitive ». Un ensemble d'épithètes collés à l'Afrique pour toujours par des décennies de documentaires et de brochures touristiques. Et c'est précisément pourquoi la plupart des gens pensent déjà savoir ce qu'est la savane. Ils l'ont vue à la télévision, ils la reconnaissent dès le premier plan. Mais la savane n'est pas une image, c'est un système, rigide, précis, presque ingénieré. Un endroit où chaque espèce existe non pas pour elle-même, mais comme une pièce d'un mécanisme qui tourne depuis des millions d'années. Et quand on commence à démonter ce mécanisme, il s'avère bien plus étrange, plus effrayant et plus fascinant que n'importe quel plan publicitaire avec un coucher de soleil. La savane africaine couvre environ 5 millions de kilomètres carrés. C'est à peu près la moitié du continent. Elle traverse des dizaines de pays, des centaines de peuples, des milliers d'années d'histoire humaine. Les premiers hommes vivaient ici. Les premières stratégies de chasse se sont formées ici. Les premiers conflits pour l'eau et la terre sont nés ici. Et ils n'ont pas pris fin ce jour. Aujourd'hui, vous découvrirez un endroit où une seule mouche ou un seul moustique peut vous tuer. Où se trouvent des rivières dans lesquelles il vaut mieux ne pas entrer. Un endroit où des gens riches du monde entier viennent en safari. Vous apprendrez l'existence d'une montagne sur l'équateur dont le sommet est toujours couvert de neige. Bienvenue sur la chaîne Instinct de la planète. Avant de vous plonger dans l'un des biomes les plus captivants de la Terre, notre équipe tient à vous exprimer une immense gratitude pour votre activité et votre soutien dans les commentaires. Un merci tout particulier pour vos idées et suggestions sur les endroits où vous aimeriez tant vous rendre. Et nous commençons. Comprendre la nature de la savane est impossible sans ses habitants animaux. Comme le dit un célèbre poème, « N'allez pas, enfants, vous promener en Afrique. En Afrique, il y a des requins. En Afrique, il y a des gorilles. En Afrique, de grands crocodiles. Méchants vous mordront, vous frapperont, vous tourmenteront. » Aujourd'hui, nous commençons précisément avec les héros de ce poème, les crocodiles. Le crocodile du Nil existe sous une forme presque inchangée depuis environ 80 millions d'années. Les dinosaures ont disparu, les mammouths ont disparu, des ordres entiers d'animaux sont apparus, ont prospéré et se sont éteints, et le crocodile est resté. Non pas par chance, mais parce que sa conception s'est avérée si efficace que l'évolution n'avait aucune raison d'y toucher. Ce n'est pas un fossile vivant au sens d'une créature primitive, c'est une machine de survie perfectionnée qui, en 80 millions d'années, a trouvé la solution optimale et ne s'en est jamais écarté. Le crocodile du Nil est l'un des plus grands prédateurs du continent. Un mâle adulte peut atteindre 6 mètres de long et peser plus d'1 tonne. Ce n'est pas un record exceptionnel. C'est un grand mâle normal à l'âge adulte. Les femelles sont plus petites, mais atteignent également des proportions impressionnantes. Le crocodile grandit toute sa vie, plus lentement avec l'âge, mais ne s'arrête jamais. Cela signifie que les individus les plus vieux sont les plus grands. Certains crocodiles dans les rivières africaines peuvent avoir 70 ans ou plus. La force de morsure du crocodile du Nil est l'une des plus grandes parmi tous les animaux vivants. Pourtant, les muscles qui ouvrent ses mâchoires sont si faibles qu'un adulte peut maintenir la gueule d'un crocodile fermée avec ses mains. Toute la force est uniquement dans le serrement. Le crocodile ne mâche pas sa proie, il la saisit, la traîne sous l'eau et la fait tournoyer. La rotation mortelle, qui arrache des morceaux ou brise la nuque. Tout cela se passe en quelques secondes. Il est physiquement impossible de résister à ce mouvement. Les lois de la mécanique jouent contre la victime, quelle que soit sa taille. Mais le plus important chez le crocodile n'est pas sa force. Le plus important, c'est sa patience et son métabolisme. Le crocodile peut rester immobile pendant des heures, se fondant dans la berge ou s'enfonçant sous l'eau de sorte que seuls les yeux et les narines dépassent de la surface. Il peut ne pas manger pendant des semaines et même des mois,
Son métabolisme est capable de ralentir jusqu'à un état où le corps dépense un minimum d'énergie. Des cas ont été documentés où des crocodiles ont survécu sans nourriture pendant plus d'1 an lors de sécheresse. Ce n'est pas de l'hibernation, c'est simplement un degré extrême d'économie des ressources dont la plupart des animaux à sang chaud sont fondamentalement incapables. Le crocodile ne pourchasse pas sa proie à travers la savane. Il choisit un point, un abreuvoir, un gué, une berge de rivière, et attend simplement que la proie vienne à lui. C'est une stratégie d'embuscade portée à l'absolu. Le crocodile n'investit pas d'énergie dans la recherche, il l'investit dans l'attente au bon endroit. Et il connaît le bon endroit. Les crocodiles se souviennent bien des lieux où les animaux apparaissent régulièrement, et y reviennent encore et encore. C'est précisément au gué du Serengeti que se filment tous les groupes documentaires du monde. Des milliers de zèbres et de gnous traversent la rivière Mara lors de la grande migration. Et les crocodiles les y attendent déjà. Ils savent, par la saison, par l'odorat, par les changements de comportement de l'eau et de la berge, que la traversée aura lieu. Ils prennent position à l'avance. Parfois, plusieurs dizaines de crocodiles se rassemblent simultanément dans la rivière. Non pas parce qu'ils se sont concertés, mais parce que chacun d'eux est arrivé indépendamment à la même conclusion sur l'endroit où il est avantageux de se trouver. Ce n'est pas une chasse coordonnée, c'est une coïncidence de stratégies individuelles qui ressemble à un plan. Les crocodiles ont un comportement parental étonnamment complexe, une qualité que peu de gens attendent d'un reptile. La femelle garde le nid avec les œufs pendant 3 mois d'incubation, ne mangeant presque pas. Quand les petits commencent à émettre des sons à l'intérieur des œufs, elle creuse le nid et les aide à sortir. Puis elle porte les nouveau-nés dans sa gueule jusqu'à l'eau, cette même gueule qui peut broyer un os. Durant les premières semaines de vie des petits, la femelle reste à proximité, les protégeant des hérons, des varans et des autres prédateurs. Ce n'est pas un minimum instinctif, c'est une stratégie parentale active comparable au comportement de nombreux oiseaux. Les crocodiles communiquent par des sons. Les petits émettent des cris caractéristiques auxquels répondent non seulement la mère, mais aussi d'autres femelles à proximité. Les adultes utilisent des rugissements et des vibrations de l'eau lors d'interactions territoriales. Ils se reconnaissent mutuellement et, selon certaines données, affichent des comportements difficiles à expliquer par le seul instinct, par exemple des jeux entre jeunes individus observés par des chercheurs dans plusieurs régions. Chaque année, les crocodiles du Nil tuent plus de personnes en Afrique que les lions. C'est une statistique rarement mentionnée dans les brochures touristiques. La plupart des attaques se produisent au bord de l'eau, là où les gens font la lessive, puisent de l'eau, traversent la rivière, là où le crocodile attendait bien avant leur arrivée. Non par agressivité, simplement parce que c'est son point, son endroit, sa stratégie qui fonctionne depuis 80 millions d'années consécutives et ne donne pas la moindre raison de changer. Passons maintenant au plus grand symbole de la savane africaine. L'éléphant de savane africain est le plus grand animal terrestre sur Terre. Un mâle adulte pèse jusqu'à 7 tonnes. Hauteur aux épaules, jusqu'à 4 mètres. Les défenses des grands mâles peuvent atteindre 3 mètres de long et peser plus de 100 kg chacune. Mais la taille n'est pas ce qui rend l'éléphant important pour la savane. La taille, c'est seulement ce qui est visible de l'extérieur. L'éléphant est un ingénieur de l'écosystème. Les éléphants déracinent des arbres, tracent des pistes, utilisent ensuite des dizaines d'autres espèces, des antilopes aux petits rongeurs. Ils creusent des puits, des trous dans les lits de rivières asséchées, atteignant l'eau souterraine avec leurs trompes et leurs défenses. Après l'éléphant, ces trous sont utilisés par les zèbres, les antilopes, les oiseaux, les petits mammifères, les insectes. En saison sèche, un tel trou peut être la seule source d'eau dans un rayon de plusieurs kilomètres. Supprimer les éléphants de l'écosystème et de nombreuses autres espèces commenceront immédiatement à souffrir de stress hydrique, pas dans des années. Les éléphants mangent jusqu'à 150 kg de végétation par jour. Ils ne digèrent pas tout. Une part importante des graines passe à travers eux non digérées et se retrouve dans de nouveaux endroits avec les excréments. Les éléphants sèment des arbres sur des distances que les graines ne pourraient pas parcourir autrement.
Certaines espèces d'arbres de la savane germent bien mieux après être passées par le tube digestif d'un éléphant. L'enveloppe de la graine se ramollit et la germination se produit plus rapidement. Sans éléphants, ces espèces d'arbres ne se disséminaient tout simplement pas sur de grandes distances. L'éléphant est à la fois une excavatrice, un plombier et un forestier. Les éléphants vivent dans des structures sociales complexes, étudiées depuis des décennies, et qui continuent de livrer de nouvelles découvertes. L'unité de base est un troupeau de femelles avec des petits, dirigé par une vieille femelle, la matriarche. Les mâles vivent séparément, soit seuls, soit en petits groupes avec d'autres mâles, et n'approchent le troupeau qu'en période de reproduction. La matriarche n'est pas simplement la plus âgée, elle est la gardienne de la mémoire collective du groupe. Cette mémoire n'est pas abstraite, elle est pratique. La matriarche se souvient des sources d'eau d'il y a 30 ans, lors d'une sécheresse quand les abreuvoirs habituels s'étaient asséchés. Elle se souvient des routes empruntées par le troupeau lors des saisons difficiles, quand les jeunes éléphants d'aujourd'hui n'étaient pas encore nés. Des recherches ont montré que les troupeaux dirigés par des femelles plus âgées affichent des taux de survie plus élevés en période de sécheresse. La différence d'âge de la matriarche se convertit littéralement en différence de survie. L'expérience d'un seul être protège la vie de dizaines. Les éléphants se reconnaissent dans les miroirs, l'une des rares espèces sur la planète dotée de cette capacité que les biologistes utilisent comme marqueur de conscience de soi. Ce groupe comprend les chimpanzés, les dauphins, certains corvidés et les éléphants. Ils ne réagissent pas à leur reflet comme à un étranger. Ils l'étudient, se touchent avec leur trompe, vérifient les marques sur leur corps. Ce n'est pas un réflexe, c'est une reconnaissance. Ils viennent près des os de leurs proches décédés et restent longtemps à leur côté, les touchant avec leur trompe, revenant parfois au même endroit plusieurs fois sur des années. Ce qu'ils ressentent exactement lors de ces moments, la science ne peut pas y répondre précisément, n'ayant pas accès à l'expérience subjective de l'animal. Mais le comportement est trop spécifique, trop constant et trop différent de l'aléatoire pour être ignoré ou expliqué par une simple curiosité. Les éléphants communiquent à des fréquences inaudibles pour l'oreille humaine. Les infrasons se propagent à travers le sol sur des distances allant jusqu'à plusieurs kilomètres. D'autres éléphants captent ces vibrations par les coussinets de leurs pieds. Cela signifie que des éléphants éloignés les uns des autres peuvent échanger des informations d'une façon que l'homme ne voit pas et n'entend pas, et dont il n'a longtemps pas soupçonné l'existence. Le nombre d'éléphants africains a diminué plusieurs fois au cours des 100 dernières années. Au début du XXe siècle, plusieurs millions d'éléphants vivaient sur le continent. Aujourd'hui, environ 400 000. Le braconnage pour l'ivoire reste l'un des commerces illégaux les plus rentables au monde. Malgré les interdictions internationales, malgré la protection des réserves, malgré tous les efforts des dernières décennies. La demande d'ivoire en Asie maintient ce commerce en vie. Chaque défense achetée est un éléphant qui n'existe plus. Quand un éléphant disparaît, le paysage change, littéralement, physiquement. Cela a déjà été documenté dans plusieurs régions d'Afrique, où le braconnage a détruit des populations locales. Moins de pistes, moins de puits, moins de graines dispersées, moins d'eau pour les autres espèces en période de sécheresse. La disparition d'un seul être déclenche une chaîne de changements qui affecte tout ce qui l'entoure. L'éléphant ne vit pas simplement dans l'écosystème, il le crée. Et quand il n'est plus là, l'écosystème commence à s'effondrer à partir des endroits qu'il avait construits. La grande migration du Serengeti est le plus grand déplacement terrestre d'animaux sur la planète. Environ 1,5 million de gnous, 250 000 zèbres et plusieurs centaines de milliers de gazelles se déplacent en cercle sur environ 3000 km, suivant les pluies et l'herbe jeune à travers la Tanzanie et le Kenya. Ce n'est pas du chaos, ni un rassemblement aléatoire d'animaux en un même endroit. C'est un cycle annuel, construit sur des milliers d'années, où chaque espèce joue son rôle, et ces rôles sont distribués avec plus de précision qu'il n'y paraît à première vue. Le zèbre part en premier. Ce n'est pas un hasard, ni de la bravoure, c'est une spécialisation. Les zèbres mangent l'herbe haute et grossière, que les autres herbivores ne touchent pas, ou ne peuvent pas digérer efficacement.
Leur système digestif est adapté à une nourriture de faible qualité. Il travaille vite et prend en volume. Le zèbre traverse une zone, consommant la couche rugueuse supérieure de la végétation et ouvrant l'accès à l'herbe plus jeune et plus nutritive en dessous. C'est précisément là que viennent les gnous ensuite. La coloration rayée du zèbre est l'une des énigmes évolutives les plus célèbres, longtemps sans réponse univoque. Camouflage? Dans la savane ouverte, ça ne fonctionne pas. Thermorégulation? Peut-être, en partie. Reconnaissance sociale? Oui, mais pas seulement. L'une des réponses les plus convaincantes, confirmée expérimentalement, les rayures désorientent les mouches piqueuses, principalement les mouches tsetse et les tans. Les insectes ont du mal à s'orienter aux frontières des rayures noires et blanches lors de l'atterrissage. Le système visuel de la mouche perçoit le contraste alterné comme une interférence optique. Les surfaces unies, elle les trouve facilement, mais les surfaces rayées, non. Dans une savane où les mouches transmettent des maladies capables de tuer un animal, ce n'est pas de la cosmétique, c'est de la protection. Le zèbre est littéralement vêtu d'un costume antiparasitaire qui fonctionne au niveau de l'optique. Le gnou est un animal qui semble assemblé à partir de pièces détachées de différentes créatures. La tête d'un buffle, la crinière d'un cheval, les pattes d'une antilope. La nature semble avoir testé des composants de différents projets et s'être arrêtée sur cette combinaison parce qu'elle fonctionne. Le gnou n'est pas plus rapide que le zèbre, ni plus fort que le buffle. Mais le gnou est parfaitement adapté à une seule chose, le mouvement continu sur de longues distances avec un minimum de dépenses d'énergie. Ses sabots, ses articulations et son système musculaire sont optimisés pour le marathon, pas pour le sprint. Les gnous prennent la décision de traverser la rivière Mara collectivement, et le mécanisme de cette décision n'est toujours pas entièrement élucidé. Le troupeau peut rester des heures au bord sans bouger, puis, à un moment impossible à prédire pour un observateur, un animal fait un pas dans l'eau, et en quelques secondes, des milliers d'animaux sont déjà dans la rivière. Ce n'est pas l'ordre d'un chef. Les gnous n'ont pas de hiérarchie marquée au sens où elle existe chez les loups ou les éléphants. C'est quelque chose qui ressemble davantage à une décision collective à seuil, quand la pression croissante du groupe surmonte soudainement la peur individuelle. Les physiciens qui étudient le comportement des foules décrivent des schémas similaires dans le comportement humain lors des évacuations. Dans la rivière, les crocodiles attendent. Tout le monde le sait, zèbres et gnous compris. Ils sentent la présence des prédateurs, ils voient le mouvement de l'eau, ils perçoivent l'odeur. Et ils y vont quand même. Parce que l'alternative, rester sur la berge brûlée sans herbe ni eau, est pire que le risque de la traversée. Ce n'est pas de l'intrépidité, c'est un calcul dans lequel le coût de l'inaction dépasse le coût du risque. Chaque animal fait ce calcul indépendamment, et 1 million d'animaux arrivent à la même conclusion à peu près au même moment. Les zèbres et les gnous restent ensemble non par inertie ou coïncidence de route. Entre eux existe une division fonctionnelle des rôles, bénéfique pour les deux espèces. Les zèbres voient et entendent mieux dans l'obscurité. Leurs sens sont plus aiguisés par mauvais éclairage. Les gnous détectent mieux l'odeur de l'eau et de l'herbe jeune à distance. Ensemble, les deux espèces forment un système de détection des menaces et de navigation plus efficace que chacune séparément. Ce n'est pas une symbiose au sens biologique strict. Personne n'aide intentionnellement personne. Mais le résultat fonctionne comme un partenariat. Quand le troupeau traverse la savane, ce n'est pas seulement un spectacle, c'est un processus géologique en miniature. Les sabots d'1,5 million d'animaux ameublissent le sol, enfouissent des graines, créent un micro-relief. Le fumier fertilise la terre. L'herbe broutée reçoit une impulsion pour faire pousser de nouvelles pousses. La savane ne nourrit pas simplement la migration. La migration maintient la savane dans l'état qui en fait une savane et non un fourré ou une friche. C'est un cycle dans lequel les animaux et le paysage se créent mutuellement, et briser ce cycle en n'importe quel point change tout le reste. Le lion est le symbole principal de l'Afrique dans l'imaginaire collectif. Le roi des animaux.
le sommet de la pyramide alimentaire. Un être autour duquel ont été construits des centaines de documentaires, de logos, de blasons nationaux et des millénaires de mythes. Les sphinx égyptiens, les armoiries britanniques, l'héraldique de la moitié des maisons royales européennes. Aucun autre animal de la planète n'est présent dans la symbolique humaine aussi densément et aussi longtemps. Le lion est devenu la métaphore de la force, du pouvoir et de la noblesse avant que la plupart des civilisations n'apprennent à écrire. La réalité est quelque peu différente, et elle est plus intéressante que le symbole. La majeure partie de la journée, le lion dort, jusqu'à 20 heures. Ce n'est pas de la paresse ni de la faiblesse. C'est une stratégie énergétique perfectionnée sur des millions d'années. Dans un environnement avec des proies imprévisibles et une chaleur qui épuise au moindre mouvement, le meilleur moyen de conserver les ressources est de ne pas les dépenser sans nécessité. Le lion ne patrouille pas constamment son territoire. Il s'allonge à l'ombre, il attend. Et quand le moment vient, il agit vite et avec précision. Dans un groupe, ce sont principalement les femelles qui chassent. C'est elles qui fournissent la nourriture au groupe, coordonnant la chasse, encerclant la proie, effectuant la charge finale. Les mâles mangent les premiers, mais obtiennent la nourriture bien moins souvent. Ce n'est pas de l'injustice ni du parasitisme au sens biologique. Les mâles remplissent une autre fonction, non moins importante. La garde du territoire du groupe contre les mâles et coalitions concurrents. Le rugissement du lion s'entend jusqu'à 8 km. Ce n'est pas un geste théâtral pour les touristes, c'est un marquage acoustique de l'espace, un avertissement qui fonctionne. Quand deux groupes s'entendent dans la nuit, c'est une information sur l'endroit où passe la frontière et sur la gravité de la menace. Les mâles mènent une vie complexe que les documentaires montrent rarement dans son intégralité. Les jeunes mâles sont chassés du groupe à l'âge de 2 à 3 ans, avant de devenir des concurrents pour le mâle dominant. Ils partent et forment des coalitions avec d'autres mâles chassés, frères, cousins, parfois inconnus. Ces coalitions errent, chassent, accumulent des forces et attendent le moment où ils pourront défier le mâle en place d'un groupe. C'est une vie dangereuse. La plupart des jeunes mâles meurent avant d'obtenir leur propre groupe. Ceux qui y parviennent règnent en moyenne 2 à 3 ans avant d'être eux-mêmes évincés par les prochains prétendants. Le lion n'est pas le chasseur le plus efficace de la savane. Son taux de réussite à la chasse est d'environ 20 à 25%. 3 tentatives sur 4 se terminent par un échec. La proie s'échappe, change de direction, s'avère plus rapide ou plus forte que le prédateur ne l'avait calculé. Le guépard chasse avec plus de succès, environ 50% de tentatives réussies. Le lycaon africain, encore mieux, jusqu'à 80%. En termes de pure efficacité de chasse, le lion perd face à plusieurs autres prédateurs de la savane. Mais le lion est suffisamment grand et suffisamment agressif pour compenser cela d'une autre façon. Le kleptoparasitisme, le vol de proie à d'autres prédateurs, est pratiqué régulièrement par les lions. Un groupe de lions peut chasser un guépard d'une proie fraîchement capturée en quelques secondes. Il peut encercler des hyènes près d'une carcasse et la prendre de force. Il peut forcer un léopard à abandonner l'antilope qu'il a traîné dans un arbre. Le lion n'est pas toujours le meilleur chasseur, mais il est presque toujours le plus fort dans son rayon de présence. Et ça fonctionne comme stratégie. La structure sociale du groupe est l'une des rares véritablement coopératives parmi les grands félins. La plupart des félins sont solitaires, le tigre, le léopard, le guépard, le puma. Ils chassent et vivent seuls, ne se rencontrant que pour la reproduction. Le lion a choisi une autre voie, et c'est apparemment la réponse aux conditions spécifiques de la savane ouverte, où un solitaire a plus de mal à chasser de grands animaux et à tenir son territoire contre les concurrents. Le groupe résout les deux problèmes mieux que l'individu. Les femelles d'un même groupe synchronisent souvent leur naissance et nourrissent collectivement les petits, allaitant les petits des autres autant que les leurs. C'est rare chez les mammifères. Les lionceaux grandissent en groupe commun, jouent ensemble, apprennent ensemble. Mais quand le mâle dominant d'un groupe change, le nouveau mâle tue tous les petits du précédent.
C'est une stratégie de reproduction brutale. Les femelles, après avoir perdu leurs petits, entrent rapidement en œstrus et le nouveau mâle peut les féconder et laisser sa progéniture. Du point de vue évolutif, ça fonctionne. Du point de vue de l'observateur, c'est l'une des scènes les plus difficiles qui se produisent dans la savane. Au cours des 100 dernières années, le nombre de lions en Afrique est passé d'environ 200 000 à moins de 25 000 individus, 8 fois moins. Ce n'est pas une baisse progressive, c'est un effondrement qui se produit principalement au cours des 50 dernières années. Les raisons: perte d'habitat, expansion des terres agricoles, destruction directe lors de conflits avec les éleveurs, réduction de la base alimentaire. Là où vivaient autrefois des centaines de lions, le bétail pâture maintenant. Là où un lion tue une vache, les hommes tuent le lion. Ce n'est pas de la malveillance, c'est un conflit entre deux systèmes de survie, chacun ayant sa propre logique. Le lion est inscrit sur la liste des espèces vulnérables, pas en voie de disparition pour l'instant, mais la trajectoire est connue et elle n'est pas encourageante. Un symbole que l'humanité a utilisé pendant des millénaires pour désigner la force et le pouvoir disparaît au même rythme que son image apparaît sur de nouveaux logos et t-shirts. C'est peut-être l'une des métaphores les plus précises de notre relation à la nature sauvage, mais personne ne l'avait planifié. Maintenant, comme dans Le Roi Lion, passons aux principaux antagonistes de ces rois des animaux. La hyène, dans la culture populaire, est un charognard, un lâche, une créature au rire désagréable qui finit les restes des lions. Cette image s'est ancrée si profondément que la plupart des gens la prennent pour un fait. Ce n'est pas un fait. C'est l'une des représentations les plus persistantes et les plus inexactes de la documentaire naturelle, et elle a duré si longtemps en partie parce que les premiers chercheurs observaient les hyènes principalement le jour, quand elles finissaient effectivement les restes de chasses étrangères. Ce qui se passait la nuit est longtemps resté hors champ. La hyène tachetée chasse de manière indépendante et obtient la majeure partie de sa nourriture par elle-même. Des études avec observation nocturne menées dans le Serengeti et le cratère du Ngorongoro ont montré les hyènes obtiennent indépendamment de 60 à 95% de ce qu'elles mangent. Il a également été documenté que les lions volent des proies aux hyènes plus souvent que l'inverse, simplement parce qu'ils sont plus grands et peuvent se le permettre par la force. Le tableau réel est exactement à l'opposé de l'image populaire. Ce n'est pas la hyène qui vit aux dépens du lion, c'est le lion qui vit fréquemment aux dépens de la hyène. Par des indicateurs objectifs, la hyène tachetée est l'un des prédateurs les plus prospères d'Afrique. Sa population dans le Serengeti dépasse significativement le nombre de lions dans la même région. Son taux de réussite à la chasse est plus élevé. Son aire de répartition est plus vaste. Sa capacité d'adaptation aux conditions changeantes, plus grande. En regardant les chiffres sans le filtre de la réputation, la hyène tachetée est le prédateur dominant de la savane, et non une créature marginale à ses franges. Un clan de hyènes tachetées est l'une des structures sociales les plus complexes parmi tous les mammifères. Le clan est dirigé par une femelle. Pas le mâle le plus grand et le plus agressif, précisément une femelle, et ce n'est pas une exception, mais la règle pour toute l'espèce. La hiérarchie est stricte, transmise par la lignée maternelle. Le petit d'une femelle de haut rang naît déjà avec un statut social plus élevé qu'un mâle adulte de bas rang, simplement en vertu de ses origines. Les mâles dans le clan occupent une position subordonnée et doivent constamment démontrer leur soumission même aux jeunes femelles. Les femelles de hyènes tachetées sont en moyenne plus grandes que les mâles, plus agressives et dominantes dans toutes les interactions sociales. C'est rare chez les grands mammifères. La raison, un taux élevé d'androgènes chez les femelles qui affecte non seulement le comportement, mais aussi la physiologie. Les caractéristiques sexuelles externes de la hyène tachetée sont si peu évidentes qu'il est pratiquement impossible de distinguer un mâle d'une femelle sans examen spécialisé. C'est ce qui a déconcerté les observateurs pendant des siècles et a donné naissance aux mythes antiques selon lesquels les hyènes changeraient de sexe. Les hyènes reconnaissent chaque membre du clan individuellement et mémorisent les relations sociales au sein du groupe. Elles réagissent au changement de statut d'individus spécifiques
et structurent leur comportement en tenant compte de ces changements. Des recherches ont montré que les hyènes sont capables de résoudre des problèmes nécessitant des actions coordonnées de 2 animaux simultanément. Dans des expériences avec des conteneurs impossibles à ouvrir seuls, elles s'en sortaient plus efficacement que les chimpanzés dans les conditions analogues. Cela ne signifie pas que les hyènes sont plus intelligentes que les primates. Mais cela signifie que leurs capacités cognitives ont été sous-estimées pendant des années, en partie parce que personne ne les étudiait vraiment. Ce fameux rire n'est pas une expression de gaieté ni un signe de nervosité. C'est un signal vocal spécifique que l'animal émet dans des situations d'excitation, de compétition pour la nourriture ou lors d'un contact avec un individu dominant. Le son porte une information précise. Les chercheurs ont appris à déterminer à partir d'un seul rire l'âge approximatif et le rang de l'animal dans le clan. De plus, les hyènes utilisent des hurlements pour la communication à longue distance. Le son est audible à plusieurs kilomètres et permet aux membres du clan de se rassembler rapidement près d'une proie. Plus vite se rassemble un grand groupe, moins le lion a de chances de la voler. La force de morsure de la hyène tachetée est parmi les plus élevées de tous les prédateurs terrestres de la planète. Elle brise des os qu'aucun autre prédateur de la savane ne peut broyer. Le lion dépouille la chair et laisse le squelette. La hyène traite aussi le squelette. Après la hyène, il ne reste presque rien d'une carcasse, parfois seulement le contenu de l'estomac et les sabots. Cela en fait non pas un concurrent de l'écosystème, mais un élément nécessaire de celui-ci. Sans hyène, les charognes s'accumuleraient, les maladies se répandraient, l'équilibre des populations changerait. Elle ferme le cycle complètement et le fait mieux que toute autre créature dans la savane. La population de hyènes tachetées est plus stable que celle de la plupart des grands prédateurs africains. Elle s'adapte à la présence humaine mieux que les lions ou les guépards. Elles entrent dans les périphéries des villes, vivent près des villages, se nourrissent dans les décharges, non pas parce qu'elles ont dégénéré, mais parce que leur flexibilité alimentaire le permet, sans perte de viabilité en tant qu'espèce. Dans la ville éthiopienne de Harar, les hyènes viennent aux portes de la ville chaque nuit depuis plusieurs siècles, et les habitants locaux les nourrissent. C'est l'un des rares exemples de coexistence stable à long terme d'un grand prédateur sauvage et d'un environnement urbain dense sur la planète. La réputation de la hyène a été forgée par des gens qui l'ont vue dans ses pires moments, près d'une proie étrangère, la nuit, avec ce rire qui met mal à l'aise. Retirez ce filtre et regardez uniquement les faits. Devant vous se trouve l'un des prédateurs les plus prospères, les plus intelligents et les plus importants sur le plan écologique de la planète. Une créature qui dirige son clan par le matriarcat, traite ce que tout le monde a abandonné et vit à côté de l'homme, là où le lion a depuis longtemps disparu. Simplement, personne ne l'a filmé dans le rôle principal assez longtemps. L'hippopotame, l'animal le plus dangereux que vous sous-estimez. L'hippopotame a l'air maladroit, un corps arrondi, des pattes courtes, une démarche pesante sur la berge. C'est précisément cette image d'un gros bonhomme sympathique au bord de l'eau qui est à l'origine du fait que l'hippopotame est systématiquement sous-estimé par tous ceux qui le rencontrent pour la première fois. Les guides africains savent autre chose. L'hippopotame tue plus de personnes sur le continent que la plupart des prédateurs. Pas le lion, pas le crocodile, l'hippopotame. Un mâle adulte pèse jusqu'à 4 tonnes. Ses canines atteignent 50 cm de long et continuent de pousser toute sa vie. Sa vitesse sur Terre, jusqu'à 30 km/h sur une courte distance. L'homme ne peut pas le distancer. L'hippopotame ne poursuit pas de proie, il n'est pas un prédateur. Mais il défend son territoire et perçoit toute approche comme une menace. L'agressivité s'active instantanément et sans avertissement qu'un observateur non préparé aurait le temps de lire. L'hippopotame existe à la frontière de l'eau et de la terre. Et dans les deux mondes, il se comporte de façon complètement différente. Il passe la journée dans l'eau ou près de l'eau. La peau de l'hippopotame ne possède pas de vraies glandes sudoripares
et est critiquement vulnérable au soleil et à la déshydratation. Pour compenser, la peau sécrète un liquide huileux rougeâtre, longtemps pris pour de la sueur sanglante, mais c'est à la fois un écran solaire naturel et un antibiotique. Il protège des ultraviolets et supprime le développement des bactéries dans les plaies. La nuit, l'hippopotame sort sur la berge et broute, parcourant jusqu'à 10 km en quête d'herbe. Il est herbivore et son régime est simple, de l'herbe, parfois des fruits tombés. Pas de chasse, pas de viande. Bien que des cas documentés de consommation de charogne et même d'attaques sur d'autres animaux existent et déconcertent les chercheurs. C'est rare, mais ça arrive. Les hippopotames vivent en groupe, jusqu'à 30 individus ou plus dans un même plan d'eau. Le mâle dominant contrôle un tronçon de rivière et tolère la présence d'autres mâles uniquement à condition d'un comportement de soumission. Les conflits entre mâles sont brutaux. Ils s'affrontent dans l'eau, ouvrant la gueule à un angle de presque 180 degrés, exposant les canines et évaluant l'adversaire. Si la démonstration ne fonctionne pas, une vraie bagarre commence, après laquelle les deux peuvent repartir avec de profondes blessures. Les femelles mettent bas dans l'eau et gardent d'abord leurs petits, là aussi. Les jeunes hippopotames savent nager avant de marcher avec assurance sur terre. La mère défend agressivement son petit contre tout le monde, y compris les autres hippopotames, les humains, les bateaux et les crocodiles. Un crocodile qui se retrouve accidentellement trop près d'un petit risque de recevoir un coup dont il ne se remettra pas. L'hippopotame est un ingénieur de l'écosystème tout autant que l'éléphant, mais aquatique. Ses excréments pénètrent en grande quantité dans les rivières et créent un milieu nutritif pour les algues et les poissons. Là où les hippopotames sont nombreux, la productivité piscicole du plan d'eau est plus élevée. Les pistes que les hippopotames tracent entre l'eau et les pâturages deviennent des canaux pour l'eau de pluie, dirigeant le ruissellement vers des endroits précis et façonnant le micro-relief de la berge. Quand à la fin du 20e siècle, le nombre d'hippopotames dans certaines rivières d'Afrique a chuté brutalement en raison du braconnage et des conflits, la chimie de l'eau a changé, la productivité piscicole a chuté, la composition de la végétation riveraine a changé. Un lien invisible à l'œil nu n'apparaît que lorsqu'il se brise. La population d'hippopotames en Afrique est d'environ 130 000 individus. L'espèce est classée comme vulnérable. Les principales menaces, perte d'habitat due à l'assèchement et à l'aménagement des plaines d'inondation, braconnage pour la viande et les dents, conflits avec les hommes au point d'eau. L'hippopotame et l'homme convoitent la même chose, une berge de rivière, de l'eau utilisable, des plaines inondables fertiles. À mesure que la population d'Afrique augmente, cette concurrence ne fera que s'intensifier. L'hippopotame ne s'inscrit dans aucun récit commode. Il n'est pas beau au sens classique, pas redoutable comme le lion, pas sage dans la perception culturelle comme l'éléphant. Il existe simplement, massivement, obstinément, à ses propres conditions. Et c'est précisément pourquoi sa disparition du paysage d'une rivière africaine changera ce paysage d'une façon que la plupart des gens ne prévoient pas, jusqu'à ce qu'ils voient la différence de leurs propres yeux. Le léopard, le prédateur invisible. Le léopard est le plus difficile à voir de tous les grands félins d'Afrique. Non pas parce qu'il est rare, le léopard est le plus grand prédateur le plus répandu du continent. Il vit dans la savane, les montagnes, les forêts tropicales, les périphéries des villes. Mais parce qu'il ne veut pas être vu. Et il est exceptionnellement doué pour cela. La robe tachetée du léopard n'est pas simplement un motif, c'est un système de rupture visuelle du contour. Le cerveau de l'observateur ne peut pas assembler les taches en une silhouette animale unifiée tant qu'il reste immobile. Un léopard allongé dans les branches d'une acacia à 3 mètres de hauteur peut être invisible pour une personne se tenant directement sous l'arbre. Les guides expérimentés trouvent les léopards par la queue qui pend vers le bas, la seule ligne droite dans le motif tacheté du feuillage. Le léopard est un solitaire absolu. Il ne forme pas de groupe, ne chasse pas en groupe, ne garde pas de partenaire permanent. Le mâle et la femelle ne se croisent que pour la reproduction. Quelques jours ensemble, puis chacun repart sur son territoire. La femelle élève les petits seuls, les cachant dans des endroits inaccessibles, fissures de rochers, fourrés denses,
creux d'arbres. Durant les premières semaines de vie, les petits sont totalement sans défense, et la mère les déplace tous les quelques jours pour éviter que les prédateurs ne trouvent le gîte par l'odeur. Le territoire d'un mâle léopard peut chevaucher celui de plusieurs femelles. Il le marque avec son odeur et des griffures sur les arbres, et patrouille régulièrement le périmètre, renouvelant les marques. Une rencontre entre deux mâles en territoire frontalier se termine presque toujours par une démonstration de menace et la retraite de l'un d'eux. L'affrontement direct est rare. Le coût d'une blessure est trop élevé pour un prédateur solitaire qui n'a personne pour l'aider à survivre s'il est blessé. Le léopard est techniquement le chasseur le plus accompli parmi les grands félins. Pas le plus rapide, le guépard est plus rapide. Pas le plus fort, le lion et le tigre sont plus puissants. Mais le léopard combine discrétion, patience, précision et force physique dans une proportion qui le rend efficace dans des conditions où d'autres prédateurs échouent. Il se faufile jusqu'à la distance d'un bond, parfois quelques mètres seulement, avant d'attaquer. La proie ne l'entend pas et ne le sent pas jusqu'au dernier moment. Une morsure étranglante à la gorge ou à la base du crâne règle l'affaire en quelques secondes. Et ensuite se produit ce qui distingue définitivement le léopard des autres prédateurs. Il traîne la carcasse dans un arbre. Un léopard adulte est capable de hisser dans un arbre une proie plus lourde que lui-même, un jeune buffle, un zèbre adulte. Cela nécessite une force explosive des pattes avant et du cou, disproportionnellement développée chez le léopard par rapport à la taille de son corps. Dans l'arbre, la proie est hors de portée des lions et des hyènes, les principaux kleptoparasites de la savane. Le léopard mange tranquillement, étirant la carcasse sur plusieurs jours. Pression par le haut et par le bas. Le léopard est sous pression des deux côtés de la pyramide alimentaire. En bas, il chasse lui-même. En haut, sa proie est régulièrement volée par les lions et les hyènes, et les jeunes léopards sont parfois tués par ces mêmes lions. Le léopard ne peut pas se permettre un conflit ouvert avec un groupe, et n'y essaie pas. Sa réponse à la pression est l'évitement. Différentes heures d'activité, différentes zones de territoire, différents arbres où le lion ne peut pas grimper. C'est cette adaptabilité qui est la principale raison pour laquelle le léopard a survécu là où d'autres grands félins ont depuis longtemps disparu. Il vit aux côtés des humains mieux que le lion ou le guépard. Il chasse la nuit, reste discret, ne nécessite pas de vastes espaces ouverts. Des léopards ont été documentés vivant en périphérie de Nairobi et de Johannesburg, chassant chiens, chèvres et animaux errants à quelques kilomètres de villes de plusieurs millions d'habitants. C'est précisément cette invisibilité qui fait du léopard un objet d'observation particulier en safari. Voir un lion, généralement pas difficile. Le léopard, c'est de la chance et de l'attention. Ceux qui l'ont vu à l'état sauvage décrivent une sensation similaire. Ce n'est pas toi qui as trouvé le léopard, c'est le léopard qui a permis qu'on le voie. L'espace d'une fraction de seconde, le temps qu'il décide que la démonstration était terminée, et il s'est dissous dans les buissons si silencieusement que tu n'es plus sûr qu'il ait jamais été là. Le vautour, l'agent sanitaire que personne ne remercie. Nous avons déjà parlé de la hyène, un animal qui effectue le sale boulot de l'écosystème et ne reçoit pour cela que du mépris dans la tradition culturelle. Le vautour, c'est la même histoire, mais encore plus radicale. La hyène chasse au moins. Le vautour se nourrit exclusivement de ce qui est déjà mort. Et c'est précisément pourquoi il est irremplaçable. Le vautour africain n'est pas un seul oiseau, mais tout un groupe d'espèces. Le vautour africain à dos blanc, le vautour du Cap, le vautour oricou, le vautour charognard. Tous occupent la même niche écologique, le traitement des charognes, mais le font différemment, et cette différence n'est pas accidentelle. Différentes espèces se spécialisent dans différentes parties de la carcasse. Certaines ouvrent la peau en premier, d'autres atteignent les viscères, d'autres encore nettoient les os jusqu'au dernier morceau. Ce n'est pas de la concurrence, c'est une chaîne de production, une division du travail développée sur des millions d'années. Le vautour trouve la charogne depuis les airs et le fait mieux que n'importe quel animal terrestre. Une altitude de vol jusqu'à 3000 mètres offre une vue sur des dizaines de kilomètres.
Mais l'outil principal n'est pas ses propres yeux, mais l'observation des autres vautours. Un oiseau qui a commencé à descendre est visible par d'autres vautours sur d'énormes distances. En quelques minutes, des oiseaux qui ne pouvaient pas voir la carcasse eux-mêmes volent vers elle. Ils ont vu le mouvement de leurs voisins. C'est un réseau de détection décentralisé qui couvre l'espace plus efficacement que n'importe quel observateur unique. Au sol près de la carcasse, une hiérarchie se forme. Les grandes espèces dominantes mangent en premier. Elles chassent les autres à coups d'ailes et de charges agressives. Puis les plus petites approchent. Puis celles qui se spécialisent dans les restes. En quelques heures, une grande carcasse de buffle peut être pratiquement entièrement décomposée. Ce que les lions et les hyènes auraient laissé pourrir pendant des semaines, les vautours le réduisent en os propres en une seule journée. L'acide gastrique du vautour est l'un des plus concentrés du monde animal. Il détruit les agents pathogènes de l'anthrax, de la rage, du botulisme, du choléra, des pathogènes qui tueraient pratiquement tout autre animal. Le vautour consomme des carcasses infectées et neutralise la maladie en lui-même, l'empêchant de se répandre par l'eau et le sol. Sans vautour, les infections provenant de carcasses en décomposition se propagent au point d'eau, contaminant le sol et l'eau pendant des semaines. Ce n'est pas une théorie, c'est documenté en pratique. Dans des régions d'Inde où, dans des années 1990, la population de vautours s'est effondrée en raison de l'utilisation du médicament vétérinaire diclofénac, mortel pour les oiseaux, le nombre de carcasses non traitées a fortement augmenté. Les épidémies de rage se sont multipliées. Les populations de chiens errants qui ont eu accès aux charognes ont explosé. La disparition d'une seule espèce d'oiseau a déclenché une chaîne de conséquences qui ont affecté la santé des humains. On n'aime pas les vautours. La tête chauve est une adaptation hygiénique. Les plumes se mouillaient dans le sang et les viscères des carcasses, devenant un foyer de bactéries. La peau nue est plus facile à nettoyer. Mais pour la perception humaine, c'est simplement de la laideur. La posture voûtée quand l'oiseau attend son tour près d'une carcasse. La compétition et l'agressivité lors du repas. L'odeur. Tout cela crée une image difficile à aimer. Dans certaines régions d'Afrique, les vautours sont délibérément empoisonnés, non par haine, mais pour une raison pragmatique. Les braconniers savent que les vautours qui tournent au-dessus d'un endroit sont un signal pour les patrouilles aériennes et les gardes forestiers. Une carcasse empoisonnée tue des centaines de vautours en même temps. Ils y affluent de toute la région. C'est l'un des principaux mécanismes de déclin des populations. Pour cette raison, 6 des 11 espèces de vautours africains sont menacées d'extinction. Certaines sont proches du seuil critique. Le vautour est un test de la capacité à voir le système, et non seulement ses participants individuels. Le lion est beau et charismatique. L'éléphant suscite l'admiration. Le vautour fait le travail sans lequel toute cette beauté se noie progressivement dans les maladies et la décomposition. On ne le met pas en couverture, on ne le choisit pas comme symbole des réserves. Mais un écosystème sans vautour est un écosystème avec une boucle non fermée. Et la nature ne pardonne pas les boucles non fermées. La girafe est l'animal le plus grand de la Terre. Un mâle adulte atteint 5 mètres et demi, parfois 6 mètres de hauteur. La moitié de cette hauteur est constituée par le cou. C'est lui qui a fait de la girafe l'une des créatures les plus reconnaissables de la planète, et c'est lui qui est devenu la source de l'un des malentendus les plus persistants en biologie. Longtemps, on a cru que le long cou de la girafe était une réponse pure à la compétition pour la nourriture. Celui qui atteint les branches supérieures de l'acacia, inaccessibles aux autres, obtient un avantage. La logique est simple et convaincante. Le problème est qu'elle n'explique pas tout. Les girafes se nourrissent souvent à hauteur des épaules, en se penchant, là où la nourriture est suffisante même sans un coût record. La version plus convaincante, étayée par des observations, le long cou est avant tout une arme et un outil de domination. Les mâles girafes se battent avec leur cou, le necking. Ils balancent leur cou comme un pendule et frappent le corps de l'adversaire avec leur tête. Celui dont le cou est plus long, plus lourd et plus puissant gagne. Les femelles choisissent les vainqueurs.
L'évolution a sélectionné la longueur du cou en partie par ce mécanisme. Le cou de la girafe contient exactement autant de vertèbres cervicales que celui d'une souris ou d'un humain, 7. Simplement, chacune d'elles est nettement plus longue. C'est la solution mammifère standard, étirée à l'extrême. Le cœur de la girafe pèse environ 11 kg. Il doit pomper le sang jusqu'à presque 2 mètres de hauteur vers la tête. La pression artérielle de la girafe est environ 2 fois supérieure à celle de l'homme. Pour éviter que le sang se précipite vers le cerveau quand la girafe se penche pour boire, un système complexe de valves et un réseau vasculaire spécialisé, le rete mirabile, le réseau admirable, fonctionnent dans son cou et sa tête, amortissant les variations de pression. Sans cela, la girafe perdrait connaissance chaque fois qu'elle boit. La girafe est contrainte de boire dans une posture extrêmement vulnérable, les pattes avant largement écartées ou pliées aux genoux, la tête baissée presque jusqu'au sol. Durant ces quelques secondes, elle ne peut pas se lever rapidement. C'est pourquoi les girafes boivent rarement et rapidement, relevant constamment la tête et regardant autour d'elles. Le point d'eau est l'un des rares endroits où la girafe est véritablement vulnérable. La girafe ne se cache pas. Dans la savane ouverte, c'est impossible à sa hauteur. À la plage du camouflage, la hauteur de vue. La girafe aperçoit les prédateurs à des centaines de mètres avant qu'ils ne puissent s'approcher à une distance dangereuse. D'autres animaux, zèbres, antilopes, ont depuis longtemps appris à observer le comportement des girafes. Si une girafe se tend et fixe une direction, il y a quelque chose là-bas. La girafe est devenue le radar vivant de la savane, utilisé par tout ce qui l'entoure. Le motif tacheté de la girafe est unique à chaque individu, comme une empreinte digitale. Sous les taches se trouvent de gros vaisseaux sanguins, et les taches elles-mêmes jouent le rôle de radiateurs, aidant à dissiper la chaleur sous le soleil africain. C'est à la fois un thermostat et un identifiant personnel. On croyait longtemps que la girafe était muette, et c'est presque vrai. Elle produit des sons audibles pour l'oreille humaine extrêmement rarement. Mais des recherches ont montré que les girafes communiquent à des fréquences infrasons au-delà de notre ouïe, tout comme les éléphants. La nuit, des bourdonnements basse fréquence ont été enregistrés, dont la nature n'a pas encore été entièrement élucidée. Le géant silencieux de la savane s'est avéré bien plus communicatif qu'il ne semblait, simplement sur une longueur d'onde que les humains ne peuvent pas entendre. La structure sociale des girafes était longtemps considérée comme chaotique, des rassemblements aléatoires sans lien permanent. De nouvelles recherches ont réfuté cela. Les girafes ont des réseaux sociaux stables qui persistent pendant des années. Les femelles maintiennent des liens à long terme avec certains individus. Les femelles plus âgées jouent un rôle similaire à la matriarche chez les éléphants. Leur présence augmente les taux de survie du groupe. Plus les scientifiques observent les girafes, plus leur vie sociale s'avère complexe. Il y a en ce moment moins de girafes sur la planète que d'éléphants. Peu de gens le savent. La girafe n'est pas perçue comme un animal en danger, elle est trop familière des eaux et des logos. Mais à l'état sauvage en Afrique, il en reste environ 100 000 et les chiffres continuent de baisser. Cependant, le principal danger pour les humains dans la savane ne sont pas les lions redoutables, les crocodiles ou les hyènes. Ce sont les insectes ordinaires, précisément les mouches et les moustiques. Commençons par la mouche. La mouche tsetse ressemble approximativement à une mouche ordinaire, un peu plus grande, un peu plus lente. Rien de remarquable dans son apparence, pas de venin, pas d'aspect redoutable. Un corps brunâtre, une façon caractéristique de replier ses ailes à plat l'une sur l'autre au repos. Ce sont les seules différences qu'un non-spécialiste remarquerait. Et pourtant, cet insecte a changé l'histoire de l'Afrique plus profondément que la plupart des guerres, des traités et des décisions politiques. La mouche tsetse transmet des trypanosomes, des parasites unicellulaires qui causent la maladie du sommeil chez les humains et le nagana chez le bétail. Le mécanisme de transmission est direct. La mouche pique un animal ou un humain infecté. Les trypanosomes pénètrent dans son intestin, y accomplissent une partie de leur cycle vital, migrent vers les glandes salivaires et à la prochaine piqûre, passent dans un nouvel hôte.
Tout cela prend 2 à 3 semaines à l'intérieur de la mouche. Après cela, elle devient infectieuse et le reste pour le reste de sa vie. La maladie du sommeil chez les humains se développe en 2 stades. D'abord, fièvre, maux de tête, douleurs articulaires, ganglions lymphatiques enflés. C'est le premier stade, quand les parasites sont encore dans le sang et la lymphe. Puis les trypanosomes franchissent la barrière hémato-encéphalique, le mécanisme protecteur qui bloque normalement la plupart des agents pathogènes d'entrer dans le cerveau. Le deuxième stade commence. Lésion du système nerveux central. Trouble du sommeil. La personne ne peut pas dormir la nuit et s'endort à n'importe quel moment pendant la journée, d'où le nom de la maladie. Confusion, perte de coordination, changement de personnalité. Sans traitement, coma et mort. Le traitement au deuxième stade reste toxique et difficile à supporter. Le nagana, la maladie du bétail, tue les animaux rapidement et sans presque aucune alternative. Les chevaux meurent en quelques semaines. Les races bovines européennes, pareil. C'est précisément le facteur historique que la plupart des gens ignorent. Quand les puissances européennes au XIXe siècle ont commencé à s'enfoncer profondément dans le continent africain, elles ont rencontré un problème auquel elles ne s'attendaient pas. Les chevaux, la base de la cavalerie, de la reconnaissance, du déplacement rapide des troupes et des approvisionnements, mouraient. Les bœufs et les mulets pour les convois de ravitaillement, pareil. Dans les zones de distribution de la tsetse, la logistique militaire et économique européenne s'arrêtait tout simplement. Une armée sans chevaux est une infanterie qui marche à pied dans la chaleur sur des centaines de kilomètres. Cela a modifié considérablement l'équilibre des forces et la vitesse d'avancée. Plusieurs historiens et épidémiologistes considèrent l'aire de répartition de la mouche tsetse comme l'un des facteurs qui ont déterminé les limites de la pénétration coloniale pendant des siècles. Là où il n'y avait pas de tsetse, les Européens avançaient relativement vite. Là où il y avait la tsetse, la progression ralentissait ou s'arrêtait. Cela ne signifie pas que l'insecte a protégé l'Afrique de la colonisation, elle a eu lieu. Mais il a changé le rythme, les routes et la forme de la colonisation. Les races locales de bétail, zébus, ndama et autres, ont développé une résistance partielle aux trypanosomes au cours de millénaires de coexistence avec la tsetse. Pas une immunité, mais la capacité de supporter l'infection et de survivre là où le bétail européen périt. C'est le résultat de milliers d'années de sélection brutale. Les animaux sans cette résistance ne laissaient simplement pas de descendants dans les zones à tsetse. Les populations humaines locales dans certaines régions portent également des variantes génétiques offrant un certain degré de protection, de façon analogue à la façon dont la mutation drépanocytaire offre une résistance partielle au paludisme. La mouche tsetse est présente dans 36 pays africains. La superficie totale de son aire de répartition, environ 10 millions de kilomètres carrés, c'est environ 1/3 de tout le continent africain. Dans ce territoire, l'agriculture reste contrainte par la présence de l'insecte. Les agriculteurs ne peuvent pas élever du bétail productif. La mécanisation nécessite des équipements que la plupart ne possèdent pas. Cela affecte directement les niveaux de pauvreté dans les régions où la tsetse est présente. Les tentatives de contrôle des populations de tsetse ont utilisé diverses méthodes, de la destruction massive de la faune sauvage, qui sert de réservoir aux trypanosomes, au XXe siècle, aux pièges à phéromones modernes et aux programmes d'insectes stériles. La technique des insectes stériles, l'élevage de mâles irradiés pour les rendre infertiles, puis leur libération massive, a produit des résultats sur l'île de Zanzibar, où la tsetse a été complètement éradiquée en 1997. Maintenant, parlons du moustique. Le moustique dans la savane africaine n'est pas une nuisance. C'est la machine à tuer la plus efficace que l'évolution ait jamais produite, si l'on mesure au nombre de vies humaines prélevées. Le paludisme, transmis par le moustique Anophèle, tue chaque année plus de personnes que tous les grands prédateurs de la planète réunis, multipliés plusieurs fois. Le mécanisme est similaire à celui de la maladie du sommeil. Le moustique pique une personne infectée, le plasmodium, le parasite du paludisme,
pénètre dans le corps de l'insecte, y accomplit une partie de son cycle vital et à la prochaine piqûre passe à un nouvel hôte. À l'intérieur du corps humain, le plasmodium attaque d'abord les cellules du foie, puis les globules rouges, se multipliant rapidement et les faisant éclater en vagues synchronisées. C'est précisément la fièvre cyclique caractéristique du paludisme. Le cerveau, les reins et les poumons sont affectés. Dans les formes graves, coma, défaillance d'organes, mort. L'Afrique supporte environ 90% du fardeau mondial du paludisme. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables. En Afrique subsaharienne, le paludisme est l'une des principales causes de mortalité infantile. Un adulte qui survit à des infections répétées développe une immunité partielle. Mais partielle signifie qu'il peut toujours tomber gravement malade et mourir. Cela signifie simplement que le système immunitaire répond plus rapidement. Les voyageurs venant de régions non endémiques n'ont aucune immunité du tout. Même une seule piqûre d'un moustique infecté peut être fatale sans traitement rapide. Le moustique Anophèle se reproduit dans les eaux stagnantes, flaques, bidons d'eau, canaux d'irrigation, champs inondés. La saison des pluies, qui apporte la vie à la savane et déclenche la migration des animaux et la croissance des plantes, crée simultanément des millions de nouveaux sites de reproduction pour les moustiques. Le cycle de la vie et le cycle de la maladie sont synchronisés dans le temps. Les tentatives de lutte contre le paludisme ont une histoire longue et complexe. Le DDT, l'insecticide qui semblait autrefois être une solution définitive, a été énormément efficace pour réduire les populations de moustiques au milieu du XXe siècle, mais a ensuite été interdit en raison de son impact catastrophique sur la faune, en particulier sur la reproduction des oiseaux. Les méthodes modernes comprennent les moustiquaires imprégnés d'insecticides, la pulvérisation résiduelle intérieure, les médicaments antipaludiques et, relativement récemment, le premier vaccin antipaludique approuvé qui offre une protection partielle. Aucun de ces outils n'est une solution complète. Le moustique s'adapte. La résistance aux insecticides se développe. L'accès aux médicaments dans les régions reculées reste limité. Le vaccin nécessite plusieurs doses et offre une protection d'environ 30 à 40%. Significatif d'un point de vue de santé publique, mais loin d'être complet. Ce que la mouche tsetse et le moustique Anopheles ont en commun, outre leur importance médicale, c'est qu'ils sont des acteurs invisibles qui ont façonné l'histoire, la démographie, l'économie et même les frontières politiques de tout un continent plus profondément que la plupart des forces visibles, nommées et étudiées de l'histoire. Ils n'ont jamais fait l'objet de traités. Ils n'ont jamais été représentés sur des cartes. Ils n'ont laissé ni artefacts ni monuments. Mais ils ont tout changé autour d'eux, silencieusement, une piqûre à la fois, pendant des millénaires. Et ils continuent de le faire maintenant. Le Kilimandjaro s'élève au-dessus de la savane comme quelque chose qui ne devrait pas exister. Un sommet enneigé, sur l'équateur, sous les tropiques, entouré d'acacias, de poussière rouge et d'une chaleur sèche qui ne recule même pas la nuit. Ce contraste, entre la couronne blanche au-dessus et la terre brune ocre en dessous, crée une image visuelle qui frappe même quelqu'un qui l'a vue 100 fois en photographie. En personne, c'est différent. La montagne ne s'inscrit tout simplement pas dans le paysage. Elle est trop grande, trop blanche, trop impossible pour cette latitude. Le Kilimandjaro est le point culminant de l'Afrique, 5895 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il ne fait pas partie d'une chaîne de montagnes. C'est un massif volcanique isolé qui a surgi de la plaine plate à la suite d'une activité tectonique dans le rift est-africain, le même système de fractures et de failles qui divise lentement le continent africain. En termes géologiques, le Kilimandjaro est relativement jeune. Il a environ 3 millions d'années. À l'échelle géologique, c'est un temps très court. La montagne possède 3 cônes volcaniques. Le Kibo, le plus haut, avec le célèbre cratère et les glaciers restants. Le Mawenzi, accidenté, avec des aiguilles acérées de roches laviques. Et le Shira, le plus ancien, effondré depuis longtemps en un plateau plat. Le Kibo est techniquement un volcan endormi,
pas éteint. Sa dernière éruption significative remonte à environ 360 000 ans. Mais les fumerolles, les évents libérant des gaz volcaniques, sont encore actifs dans le cratère. La montagne n'est pas morte, elle dort simplement. Escalader le Kilimandjaro ne nécessite pas d'équipement technique spécial, pas de cordes, pas de crampons sur les routes principales, pas de compétences en escalade. Ce qu'il faut, c'est une acclimatation. La montagne ne tue pas par sa pente, mais par l'altitude. Le mal aigu des montagnes, l'œdème pulmonaire, l'œdème cérébral, ce sont les vrais dangers. La recommandation standard, monter lentement, passer au moins 5 à 7 jours à la montée, laisser au corps le temps de s'adapter à la diminution de l'oxygène. Ceux qui se précipitent, et beaucoup se précipitent, surtout ceux qui ont payé pour un programme plus court, doivent souvent être redescendus. Chaque année, plusieurs personnes meurent sur le Kilimandjaro. Non pas à cause de chutes ou du mauvais temps, mais d'un mal d'altitude qui s'est développé trop rapidement pour un corps à qui l'on n'a pas donné le temps de s'adapter. Les zones de végétation de la montagne changent avec l'altitude, aussi radicalement que si l'on voyageait de l'équateur vers l'Arctique. À la base, forêt tropicale humide, dense, remplie d'oiseaux et de singes. Plus haut, la lande, avec des sensons géants et des lobélies qui ressemblent à quelque chose d'une autre planète. Des rosettes de feuilles au sommet de tiges épaisses et hautes, atteignant plusieurs mètres de hauteur. Ces plantes gèlent chaque nuit et dégèlent chaque matin, une adaptation à un climat où les gelées surviennent quotidiennement. Encore plus haut, le désert alpin. Roches, sol mince, presque pas de végétation. La savane existe dans un état de tension permanente entre pluie et sécheresse, entre abondance et pénurie, entre le feu et la repousse. Et c'est précisément cette tension, non pas l'absence de stress, mais sa présence constante, qui en fait l'un des biomes les plus productifs et les plus riches en biodiversité de la planète. La saison des pluies arrive soudainement. Un jour, la terre est craquelée, rouge, poussiéreuse, et les arbres se tiennent sans feuilles. Puis les premières pluies arrivent, et en quelques jours, tout change. L'herbe pousse comme si quelqu'un avait appuyé sur un accélérateur de croissance. Les points d'eau se remplissent. Les animaux qui s'étaient dispersés sur de vastes territoires en quête de nourriture commencent à se concentrer de nouveau. L'air change, il sent la terre mouillée, quelque chose d'ancien et de familier qui existe dans la mémoire humaine plus profondément que toute réminiscence consciente. Cette odeur a un nom, pétrichor. L'odeur de la pluie sur la terre sèche. Et dans la savane, elle sent le commencement de tout. La saison sèche est l'opposé. Les sources d'eau rétrécissent jusqu'à des mares isolées. Les animaux se rassemblent aux derniers abreuvoirs dans des concentrations qui seraient impossibles à toute autre époque. Prédateurs et proies se tenant à 50 mètres l'un de l'autre, parce que l'eau est plus urgente que la menace. C'est l'un des phénomènes comportementaux extraordinaires de la savane. La suspension de la dynamique normale prédateur-proie à l'abreuvoir lors d'une sécheresse extrême. Pas une trêve, aucune partie n'a rien convenu. Simplement un réétalonnage temporaire des priorités. L'eau d'abord, tout le reste après. Le feu est la troisième force qui façonne la savane, après la pluie et le pâturage. Les feux allumés par la foudre balaient de vastes zones à chaque saison sèche. De l'extérieur, cela ressemble à une destruction. De l'intérieur, c'est de l'entretien. Le feu élimine la masse accumulée de végétation morte, libère dans le sol les nutriments enfermés dans l'herbe sèche, stimule la germination des graines adaptées au feu et dégage l'espace pour une nouvelle croissance. Les plantes de la savane ont évolué avec le feu pendant des millions d'années. De nombreuses espèces ont besoin du feu pour se reproduire. L'écorce épaisse de l'acacia la protège des feux de surface. Certaines herbes repoussent à partir de systèmes racinaires souterrains en quelques jours après un incendie. Sans feu périodique, la savane se transforme en brousse dense, un écosystème différent, avec une composition d'espèces différentes, une capacité de charge différente, une dynamique différente. Le feu n'est pas l'ennemi de la savane,
C'est peut-être la chose la plus importante à comprendre sur la savane africaine et sur le monde naturel plus largement. Il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas de figurant. Chaque espèce, chaque processus, chaque acteur apparemment mineur, le vautour, le bousier, le termite, la mouche tsetse, est une partie fonctionnelle d'un système qui s'est calibré lui-même pendant des millions d'années. Quand une partie est retirée, le système ne continue pas simplement avec un vide. Il se réorganise. Parfois, la réorganisation est visible immédiatement. Parfois, il faut des décennies pour qu'elle devienne apparente. Mais elle se produit toujours. La savane a survécu aux âges glaciaires, à la dérive des continents, à l'essor et à la chute de faunes entières. Ce à quoi elle n'a pas encore été confrontée, du moins pas au rythme et à l'échelle actuelle, c'est la pression simultanée de la perte d'habitat, des perturbations climatiques, du braconnage et de la croissance démographique humaine convergent en même temps. C'est nouveau. Et la savane, malgré toute sa résilience, n'y est pas indifférente. Les éléphants sont moins nombreux, les lions sont moins nombreux, les girafes, silencieusement et sans manchette, sont moins nombreuses. Les vautours disparaissent, les prairies sont converties, les points d'eau s'assèchent de plus en plus tôt chaque année. Ce ne sont pas des faits isolés, ce sont des signaux d'un système sous stress, des signaux lisibles si l'on sait comment les lire. La question n'est pas de savoir si la savane peut survivre à la pression. Elle a survécu à des pressions avant. La question est de savoir si la pression se relâchera avant que certains seuils ne soient franchis. Des seuils au-delà desquels la récupération devient quelque chose de différent de ce qui existait avant. C'est une question dont la réponse ne dépend pas de la savane, elle dépend de nous.